Bonjour, c'est votre troisième séance de travaux pratiques en hématologie, au cours de laquelle vous allez décrire la physiologie de l'hémostase primaire et de la coagulation, identifier et mettre en œuvre les principes des tests biologiques permettant l'exploration de l'hémostase primaire et de la coagulation. Vous allez également réaliser et expliquer l'intérêt des tests suivants: le temps de saignement par la méthode IV 3 points, le temps de Quick et le temps de céphaline avec activateur. Et vous allez décrire le contenu des réactifs utilisés lors de la mesure du temps de Quick et du TCA. Qu'est-ce que l'hémostase? Hémon provenant du mot grec héma relatif au sang, et stase provenant du mot grec stasis relatif à l'arrêt. L'hémostase, c'est l'ensemble de mécanismes qui concourent à la prévention des saignements, à l'arrêt des hémorragies et à la prévention des thromboses, ce qui va permettre de maintenir la fluidité sanguine et de participer au phénomène de cicatrisation. Classiquement, on décrit trois phases de l'hémostase. Tout d'abord, l'hémostase primaire qui va aboutir au colmatage de la brèche par un agrégat plaquettaire ou ce qu'on appelle thrombus blanc. Ensuite, l'hémostase secondaire ou la coagulation qui va aboutir à la formation du caillot de fibrine qui vient consolider le thrombus blanc. Et enfin, la fibrinolyse qui va permettre la dissolution du caillot et la reperméabilisation du vaisseau. On commence par l'hémostase primaire qui fait intervenir trois acteurs: les vaisseaux, les plaquettes et les protéines plasmatiques qui sont le fibrinogène et le facteur vent vibrant. À l'état physiologique, le sang circulant est en contact direct avec l'endothélium qui est thromborésistant par la sécrétion de médiateurs et grâce à l'expression de plusieurs récepteurs qui vont réguler négativement la coagulation. Quant au sous-endothélium, sur lequel reposent les cellules endothéliales, il est thrombogène. En effet, il permet l'adhésion des plaquettes et l'activation de la coagulation. Dès la mise à nu du sous-endothélium par la brèche vasculaire, il y aura une libération des amines vasopressives responsables d'une vasoconstriction réflexe qui va réduire le flux sanguin et favoriser le processus d'hémostase. C'est le temps vasculaire. Ensuite, le facteur vent vibrant ancré au sous-endothélium va se fixer aux plaquettes. C'est la phase de l'adhésion plaquettaire ou ce qu'on appelle le temps plaquettaire. Au cours de cette phase, les plaquettes adhèrent au collagène et au facteur vent vibrant ancré au sous-endothélium à travers ces récepteurs. Par la suite, il y aura une activation des plaquettes par un changement de forme, de la forme discoïde à la forme sphérique avec une extériorisation de pseudopodes, une libération des agents pro-agrégants tels que l'ADP, adénosine diphosphate, et la thromboxane A2, en vue de recruter d'autres plaquettes. Parmi les autres signes de l'activation plaquettaire, on note une extériorisation du récepteur plaquettaire glycoprotéine 2B3A qui va permettre la liaison du fibrinogène aux plaquettes, ainsi qu'une expression des phospholipides anioniques à la surface de la membrane plaquettaire par un phénomène de flip-flop. Ces phospholipides vont servir d'ancrage au facteur de la coagulation. Et au final, les plaquettes vont s'accoler les unes aux autres via la formation de ponts par l'intermédiaire du fibrinogène. C'est l'étape de l'agrégation plaquettaire qui va aboutir à la formation de ce qu'on appelle thrombus blanc, riche en plaquettes, pauvre en fibrinogène. En vue d'explorer l'hémostase primaire, plusieurs tests sont impliqués, des tests globaux et des tests spécialisés. Les tests globaux vont explorer l'hémostase primaire dans son ensemble, tels que la numération des plaquettes, le temps de saignement, le temps d'occlusion plaquettaire. Le temps de saignement est une technique qui explore de façon globale l'hémostase primaire. Elle consiste à réaliser une piqûre ou une incision et à mesurer le temps au bout duquel le saignement s'arrête.
Le temps de saignement se fait par 3 méthodes. La méthode de Duc, réalisée à la suite d'une incision faite au lobe de l'oreille, avec une valeur usuelle comprise entre 2 et 4 minutes. La méthode d'IVI 3 points, dont la valeur usuelle est inférieure à 5 minutes. Et la méthode d'IVI incision, réalisée à la suite d'une incision standardisée, faite au niveau de l'avant-bras et dont la valeur usuelle est inférieure à 10 minutes. Concernant la partie pratique, nous vous invitons à observer une séquence vidéo qui met en œuvre le temps de saignement par la méthode IVI 3 points. La méthode qu'on va utiliser est la méthode IVI 3 points. Pour ce faire, on aura besoin de l'éther, d'un tensiomètre, d'un vaccinostyle stérile, d'un chronomètre et d'un papier buvard. Tout d'abord, on va désinfecter la peau avec de l'éther au niveau de la face antéro-cubitale de l'avant-bras sur une zone sans vaisseau apparent. Par la suite, on va poser le brassard et on va le gonfler à une pression de 40 mm de mercure. Cette pression sera maintenue pendant tout le test. À l'aide d'un vaccinostyle stérile, on va effectuer 3 points de piqûre à 2 cm d'intervalle à peu près et on déclenche le chronomètre tout de suite. Le sang est recueilli toutes les 30 secondes sur un papier buvard et ceci sans toucher la brèche vasculaire. Pour chaque point de piqûre, le résultat est le temps où on observe la dernière goutte de sang et on traversé le papier buvard. Pour l'expression du résultat, on effectue la moyenne des 3 temps. La valeur normale est inférieure à 5 minutes. Il est bon à savoir que devant un allongement du temps de saignement, il peut s'agir d'une fragilité capillaire, d'une thrombopénie, d'une thrombopathie, c'est-à-dire une anomalie de fonctionnement plaquettaire. Il peut s'agir aussi d'une prise médicamenteuse, telle que l'aspirine, les INS. Le temps de saignement s'allonge également lors du dépistage de la maladie de Willebrand. Si un des tests globaux présente une anomalie, alors nous passons en tests spécialisés correspondants, tels que le dosage du facteur Van Willebrand, l'étude de l'agrégation plaquettaire, l'étude des récepteurs plaquettaires par cytométrie en flux, l'étude de la sécrétion plaquettaire. En fait, le temps de saignement est un test facile à réaliser, mais qui n'a pas une bonne reproductibilité, et il est opérateur dépendant. L'alternative, c'est la mesure du temps d'occlusion plaquettaire via l'analyseur automatisé des fonctions plaquettaires qui s'appelle Platelet Function Analyzer, PFA, et qui est réalisé sur un échantillon de sang total prélevé au niveau des veines du pli du coude. L'automate PFA simule in vitro les conditions hémodynamiques de l'adhésion et de l'agrégation plaquettaire suite à une lésion vasculaire. Il assure ainsi une détection simple et rapide d'un dysfonctionnement plaquettaire héréditaire ou acquis. Ce test utilise 2 cartouches, la cartouche collagène épinéphrine, dans les valeurs usuelles sont de 82 à 150 secondes, et la cartouche collagène ADP, dans les valeurs usuelles sont de 62 à 100 secondes. Voici l'automate PFA 100.
Au fond du puits de la cartouche test, nous allons mettre 800 microlitres de sang total citraté. Le temps d'occlusion correspond au temps nécessaire à l'obturation d'une membrane de collagène par le clou plaquettaire en présence d'agonistes plaquettaires, ADP ou épinéphrine, dans des conditions de flux standardisées. Le deuxième temps de l'hémostase, c'est la coagulation qui vient consolider le thrombus blanc de l'hémostase primaire en formant un gel de fibrine insoluble emprisonnant des globules rouges. C'est le thrombus fibrinoplaquettaire qui va permettre l'arrêt du saignement. Les intervenants de cette phase sont les protéines plasmatiques, facteurs et inhibiteurs de la coagulation, le facteur tissulaire, les phospholipides plaquettaires et le calcium. À titre indicatif, ce tableau présente les différents facteurs de la coagulation, dont 10 d'entre eux sont désignés par un chiffre romain, leur demi-vie, leur lieu de production. Et il est à retenir que les facteurs de la coagulation sont classés enzymogènes, c'est-à-dire proenzymes, tels que le facteur 2, facteur 7, le facteur 9, le facteur 10, facteur 11, facteur 12. Il y a aussi les cofacteurs, tels que le facteur 8 et le facteur 5, et un substrat qui est le fibrinogène. Une fois activés, ces facteurs seront désignés par des chiffres romains suivis du suffixe petit a. Il est à noter que certains d'entre eux nécessitent la vitamine K pour leur activation, tels que le facteur 7, le facteur 10, le facteur 2 et le facteur 9. La coagulation est une chaîne de réactions enzymatiques protéolytiques composée de la phase d'initiation, la phase d'amplification, puis de propagation et enfin la phase de stabilisation. Lors de la brèche vasculaire, le facteur tissulaire initialement présent au niveau de l'adventice va venir au contact du sang. Inséré dans la bicouche de phospholipides membranaires, le facteur tissulaire va s'associer à des traces de facteur 7 activé. Dans le but de l'auto-activation du facteur 7 et le complexe facteur tissulaire facteur 7 activé est appelé tenase extrinsèque. Cette tenase extrinsèque active de faibles quantités de facteur 10 et de facteur 9. Le facteur 10 activé convertit de petites quantités de facteur 2 en facteur 2 activé, c'est-à-dire thrombine. Cette thrombine, en faible quantité, va activer le facteur 5, le facteur 8, le facteur 11 et les plaquettes. Mais elle n'est pas capable de transformer le fibrinogène en fibrine, d'où la nécessité d'augmenter la génération de thrombine à travers une deuxième phase, qui est la phase d'amplification, au cours de laquelle il y a une activation du facteur 8 et une formation du complexe facteur 8 activé, facteur 9 activé, au niveau de la surface des phospholipides activés et en présence de calcium. Ce complexe-là est appelé tenase intrinsèque, permettant la génération abondante du facteur 10 activé. Et il est à noter que le facteur 8 est un accélérateur de la coagulation. Il augmente 1000 fois l'activation du facteur 10. Le facteur 10 activé, en s'associant au facteur 5 activé, phospholipides et calcium, va constituer le complexe prothrombinase qui est responsable de la génération abondante de thrombine. Sous l'action de la thrombine, le fibrinogène va être dégradé en monomères de fibrine qui vont se transformer en polymères de fibrine instables encore solubles. Et c'est le facteur 13 activé par la thrombine qui va transformer ces polymères solubles en polymères insolubles et stables. En effet, le facteur 13 activé est une transglutaminase
qui catalyse la formation de liaisons covalentes entre les monomères de fibrine. Nous passons à l'exploration de la coagulation. Et voici une schématisation de la théorie en cascade qui représente l'ancienne théorie de la coagulation et sur laquelle se base toujours l'exploration de la coagulation in vitro. La coagulation selon ce schéma en Y peut être déclenchée de deux façons. Elle peut se déclencher à partir de fragments cellulaires riches en facteurs tissulaires et on parle de la voie extrinsèque ou exogène qui est celle de droite. Ici, le facteur tissulaire va former un complexe équimolaire avec le facteur 7 en présence de phospholipides et de calcium et il y aura une activation du facteur 7. Ce complexe, facteur tissulaire, facteur 7 activé, va à son tour activer le facteur 10, le facteur 9 et le facteur 7. Le facteur 10 activé va s'associer au facteur 5 activé, aux phospholipides et au calcium, formant ainsi le complexe prothrombinase qui va activer le facteur 2 en thrombine. La thrombine, qui est une enzyme clé de la coagulation, va transformer le fibrinogène en fibrine. Et il est à noter que l'exploration de la voie extrinsèque se fait par la mesure du temps de Quick. La coagulation peut se déclencher aussi à partir d'un contact avec une surface de type plaque d'athérome, prothèse. On parle ainsi de la voie intrinsèque ou endogène, qui est celle de gauche. Cette voie est induite par une surface électronégative qui va activer le kininogène de haut poids moléculaire. Ce dernier va activer à son tour la précalicréine en calicréine, ce qui va permettre d'activer la cascade enzymatique à partir du facteur 12, qui va activer le facteur 11, et ce dernier va activer le facteur 9, et le facteur 9 va s'associer au facteur 8, activé, aux phospholipides et au calcium, pour générer le facteur 10 activé. Et il est à noter que l'exploration de la voie intrinsèque se fait par la mesure du TCA. Ensuite, la prothrombinase, qui est le complexe 5 activé, 10 activé, calcium et phospholipides, va transformer le facteur 2 en thrombine. Et à la fin, le fibrinogène sera transformé en fibrine. Cette voie est nommée la voie commune et elle représente la partie en commun entre les deux voies intrinsèques et extrinsèques. Elle est explorée par le temps de Quick. Il faut savoir que les résultats des tests d'exploration de l'hémostase nécessitent des recommandations préanalytiques à respecter, à savoir ne pas trop serrer le garrot. Son utilisation en fait doit être limitée à moins de 1 minute pour favoriser le minimum de stase. Ne pas réaliser un prélèvement traumatisant, sinon il y aura une activation de la coagulation. L'aiguille doit avoir un diamètre entre 0,7 et 1 mm. Il faut utiliser les tubes en verre siliconé ou en plastique traité. Il faut remplir correctement les tubes jusqu'à 4 cc afin de respecter le rapport 9 volumes de sang, 1 volume de citrate. Il ne faut pas oublier d'éliminer les premières gouttes de sang, qui sont en général riches en facteurs tissulaires. Et il faut garantir un acheminement rapide des tubes au laboratoire, n'excédant pas les 4 heures après le prélèvement. La centrifugation du sang total est réalisée à 3000 tours par minute pendant 15 minutes en vue d'aboutir à du plasma pauvre en plaquettes. Parmi les tests de première intention qui permettent l'exploration de la coagulation, on note le temps de Quick. C'est le temps de coagulation
d'un plasma citraté recalcifié en présence d'un excès de thromboplastine tissulaire. Que contient la thromboplastine tissulaire? Elle est composée du facteur tissulaire qui joue un rôle central dans l'initiation de l'activation de la coagulation et qui nécessite également la présence indispensable des phospholipides et du calcium. Ce test explore la voie extrinsèque ainsi que la voie commune. Le temps de Quick est sensible au déficit en facteur 7, facteur 5, facteur 10. Il est moins sensible au déficit en facteur 2 et facteur 1, c'est-à-dire fibrinogène. Il est insensible au déficit en facteur 13. Et il est sensible au traitement par les AVK, puisque ces derniers peuvent perturber l'activité des facteurs vitamino-K dépendants et qui sont le facteur 2, le facteur 7, le facteur 9 et le facteur 10. Ce test présente 3 modes d'expression. Le temps de Quick du malade qui est comparé à celui d'un témoin et qui est exprimé en secondes. Son expression peut se faire en pourcentage et il est appelé taux de prothrombine, obtenu grâce à la droite d'étalonnage appelée droite de Thibault, que vous pouvez voir à la page 57. Il est à noter que les valeurs usuelles du taux de prothrombine sont entre 70 et 100%. Comme il peut être exprimé en INR, International Normalized Ratio, dans le monitoring du traitement par les antagonistes de la vitamine K. Vous trouverez la définition de l'INR à partir de la page 58 de votre polycopier. L'INR est le mode d'expression standardisé du temps de Quick chez les sujets traités par AVK. Il permet de remédier aux variations dues aux différentes thromboplastines, puisqu'il correspond au rapport du temps de Quick du malade sur celui du témoin, élevé à la puissance EASI, c'est-à-dire International Sensitivity Index, définissant la sensibilité du réactif utilisé. La zone d'efficacité thérapeutique de l'INR varie par rapport au risque thromboembolique selon un intervalle de 2 à 4,5. Et l'EASI est déterminé par la mesure du temps de Quick, de plasma de patients traités par l'AVK, avec la thromboplastine attestée et celle de l'OMS. En fait, l'EASI est la pente de la droite de régression et elle varie selon la thromboplastine utilisée. La thromboplastine présente une hétérogénéité qui peut toucher sa préparation, son origine, voire même sa composition. Ainsi, un même plasma aura des temps de Quick différents selon la thromboplastine utilisée. Nous passons maintenant à la pratique. Vous allez lire le mode opératoire de la page 57, mesurer ensuite doublement le temps de Quick d'un plasma test. Ensuite, vous allez noter le résultat de la moyenne des deux mesures. Et enfin, vous allez exprimer le résultat en temps de Quick et en taux de prothrombine en vous aidant de la droite de Thibault fournie. Mais avant tout, n'oubliez pas de regarder la vidéo de la mesure du temps de Quick. Pour la mesure du temps de Quick, on aura besoin d'un plasma citraté déplaquetté, de la thromboplastine calcique tissulaire reconstituée, d'un tube à hémolyse en verre, d'un bain-marie à 37 degrés, d'un chronomètre et de micropipettes.
Pour commencer, on va ajouter 100 microlitres du plasma du patient dans un tube à hémolyse en verre et on va l'incuber pendant 2 minutes à 37 degrés au bain-marie. On va également laisser réchauffer la thromboplastine à 37 degrés lors de l'incubation. Après 2 minutes, on ajoute 200 microlitres de thromboplastine et on déclenche le chronomètre. On va remuer doucement le tube jusqu'à l'observation d'un début de formation d'un caillot de fibrine et on note le temps de coagulation en secondes. Voici donc le caillot de fibrine qui est bien visible. Le temps de céphaline avec activateur, c'est en fait le temps de recalcification d'un plasma citraté déplaquetté en présence d'un substitut de phospholipide plaquettaire, c'est en fait la céphaline, et d'un activateur du système contact de la coagulation. Ça pourrait être le kaolin, la célite, la silice ou l'acide élagique. Si on revient au schéma classique de la théorie de la coagulation, on peut remarquer que le TCA explore tout d'abord le système contact qui englobe le kininogène de haut point moléculaire, la précalicréine, le facteur 12, et ensuite le facteur 11, le facteur 9 et le facteur 8 de la coagulation. En fait, le TCA explore la voie intrinsèque et dans une moindre mesure la voie commune. Il est sensible au déficit en facteurs, kininogène de haut point moléculaire, précalicréine, facteur 12, facteur 11, facteur 9 et facteur 8. Il est moins sensible aux facteurs 10, 5, 2 et aux fibrinogènes. Il est insensible au facteur 13 et il permet de surveiller le traitement anticoagulant par l'héparine non fractionnée. Le temps de coagulation est exprimé en secondes et comparé à celui d'un témoin qui a un pool de plasma normaux et il est exprimé en ratio malade sur témoin. Le ratio normal est inférieur à 1,2 chez l'adulte et inférieur à 1,3 chez le nouveau-né. Il faut noter que le temps témoin varie selon l'activateur utilisé. Les recommandations préanalytiques à respecter sont les mêmes que pour la mesure du temps de quick. Avant de passer à la mesure du TCA, n'oubliez pas de regarder la vidéo sur la mesure du temps de céphaline avec activateur. On va enchaîner maintenant avec le temps de céphaline avec activateur. Pour ce faire, on aura besoin d'un plasma citraté déplaquetté, d'un réactif contenant la céphaline et un activateur. L'activateur utilisé ici est le kaolin, de chlorure de calcium, de micropipettes, d'un chronomètre et d'un bain-marie à 37 degrés. On commence par réchauffer le chlorure de calcium, qui est le déclencheur de la coagulation, au bain-marie à 37 degrés. Dans un tube en verre, on va ajouter 100 microlitres du plasma du malade avec 100 microlitres de notre réactif contenant la céphaline et l'activateur.
et on incube pendant 3 minutes. Après 3 minutes, on va ajouter 100 microlitres de chlorure de calcium et on déclenche le chronomètre. On va remuer le tube doucement jusqu'à observation d'un début de formation d'un caillot de fibrine. Là, on va noter le temps de coagulation. De la même façon, on mesure le TCA d'un pool de plasma témoin pour pouvoir calculer le ratio. En dehors des traitements anticoagulants, un allongement du TCA peut signifier un déficit en facteur de la coagulation, acquis ou héréditaire, ou alors la présence d'un anticoagulant circulant, type antiphospholipides, qui neutralise les phospholipides apportés in vitro, ou encore type antifacteur de la coagulation, qui va neutraliser l'activité coagulante du facteur en question. Pour distinguer entre les deux hypothèses, il faudra réaliser ce qu'on appelle l'épreuve de correction. L'épreuve de correction consiste à refaire le TCA avec un mélange à partie égale de plasma du malade et du pool de plasma témoin. Le témoin va apporter 100% de l'activité coagulante des facteurs. L'épreuve de correction peut se faire sans incubation, surtout s'il s'agit d'un déficit en facteurs ou de la présence d'un antiphospholipide qui a action immédiate. Mais si l'on cherche à dépister un antifacteur, alors une incubation de l'ordre de 30 minutes à 37 degrés est souhaitable si c'est un antifacteur 9 par exemple, et l'incubation est de l'ordre de 2 heures à 37 degrés quand il s'agit de la recherche d'un antifacteur 8 qui est à action progressive et température dépendante. Ensuite, on calcule l'indice de Rosner. L'indice de Rosner, c'est le TCA malade plus témoin, moins TCA du témoin, sur TCA du patient, fois 100. L'indice de Rosner est calculé à la suite de l'épreuve de correction. S'il est inférieur à 12%, c'est que le TCA est corrigé et qu'il s'agit probablement d'un déficit en facteur. S'il est supérieur à 15%, c'est que le TCA est non corrigé et qu'il s'agit probablement d'un anticoagulant circulant. Et si l'indice de Rosner est entre 12 et 15%, c'est qu'il reste douteux.